وإذا ديتوالين مرحبا سيسونا الزرار المغربية سنات عسلامة نوم مروهي البوستاكيني عندنا نخدم يعني تغطية خاصة اون كوفرتور سبيسيال عاد نهضر في لاسها في اون اني ديجا كمي ديوغال يعني ماس بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة الحكم يعني 15 سنة يعني اون اني ديجا 17 افريل 2015 نتان دي نخدم في فرانين يعني يعدن اسكوس 2014 نازوج 2014 نشتاقين يعني نخدم تغطية الناس نخدم بتي بيلون نغ افاشو دي افاشو يخدم ما كيدي وسكواسا كيني لا شو يضران وقلان يعني ذفير القرارات وكذ الام الشؤون دي تفغنك دي دولنا دي الحكومه دي وزافو لنا ايوا نشتاقين يعني يليدنا دين فكين حصان غادني نيد نتاي يسقسينا كيني يمسناون اذن بويدنا غدي واهلنا يعني مس جمال الدين بن شنوف عسلامينك يا فلاك نقول لك هذه بالقبيليه نقول لك بونجور. Bonjour. Voilà. Ça me fait plaisir de travailler avec toi aujourd'hui. يعطيك الصحة. Donc اليوم j'ai dit aux téléspectateurs qu'on va parler sur. J'ai compris. Ah voilà, très très bien. Je comprends à peu près. شوية. شطح كان. الهضرة ما نهضرش ما نفهم. ملي كنا صغار تعلمنا نفهموا شوية الشاوية القبيلية. كيفاش من يسبنا واحد نفهموا. très bien. إن شاء الله ما يسبونا ما والو نهضروا اليوم قلنا بلي نديروا تغطية خاصة ولا une couverture spéciale sur tout ce qui s'est passé durant cette année 2015 et on va recevoir des invités où vous-même vous allez leur poser des questions par rapport et surtout on essaiera de comprendre ce qu'est le pouvoir caché, le pouvoir réel, qui n'est pas exercé par Bouteflika en tout cas. Voilà. On essaiera de comprendre qui est derrière. Exactement. J'ai oublié de dire, وزمرنا كودي دي توالينا كل تزارتنا تزارت المغاربية وذي فغانا كي قد يكشمني يدنا أتسولنا النيميرو دي كتبنا كي قد الإكران تلفزيون وم أتسولنا ديني مراي نوام يعني ثمغلي نوم في يعني فساقينية أفشون هالدار فوس قواساقينية نوقلان يعني derrière يعني les décisions دي تفان دي وزافو أكوين توالين أكوين يعني فغاما ديني ما في au sujet guinéen. Le vité, on va le passer maintenant. C'est-à-dire, on va voir le vité, après on va revenir vers vous, monsieur Jamal Din Mechnouf. Donc, il y a une vité qui est maintenant Jamal Din Mechnouf ou Adnoural. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité, et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. وأكرر اليوم بأن جيلي طاب بجنان فجيلي طاب جنانه طاب جنانه طاب جنانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عاش من عرف قدره. Déjà. Un an depuis que Bouteflika a été élu. Élu à un 4e mandat alors qu'il avait fini son 3e mandat dans les hôpitaux français du Val-de-Grâce, puis des Invalides. Tous les Algériens attendaient que l'article 88 de la Constitution soit actionné pour mettre en place la procédure d'empêchement, puisque ce deuxième AVC de Bouteflika, qui était survenu à la fin de son 3e mandat, l'avait très fortement handicapé. Au lieu de cela, la décision fut prise par les milieux qui détiennent la réalité du pouvoir de le faire rempiler à un 4e mandat. L'information était alors tellement invraisemblable que presque personne ne l'a cru. Les rares journalistes ou observateurs qui en firent état passèrent pour des farfelus. Ce fut le cas pourtant, à la seule différence que ce ne fut pas Bouteflika qui se présenta, mais son frère Saïd et les généraux qui l'entourent qui le firent à sa place, avec le feu vert évident de puissances étrangères qui y trouvaient leur compte. Le candidat Bouteflika, dans la plus totale incapacité de se déplacer, de faire le plus petit discours, encore moins de haranguer les foules, fut donc dispensé
de faire sa campagne électorale. Ce fut la campagne électorale la plus insolite de l'histoire des élections, où un poster géant remplaça le candidat lors de ses meetings, animés par des bavards de service que les hommes de l'ombre avaient désignés. Ce furent des élections mémorables. بوتفليقة احنا سننتخب بوتفليقة حي ننتخبوه ميت ننتخبوه. سيني الشرف لي باه نكون أرنب مع فخامة رئيس الجمهورية. سيني الشرف لي باه نكون أرنب مع فخامة رئيس الجمهورية. Ceux qui ont décidé de faire élire, entre guillemets, Bouteflika ont donc réussi l'hallucinant défi de banaliser aux yeux des Algériens non seulement des élections bidonnées de bout en bout, truquées de façon outrancière, dont les résultats ont été gonflés, mais ils ont réussi, surtout, la gageure de leur faire accepter l'inimaginable, l'incroyable idée que c'est bien Bouteflika Abdelaziz qui dirige le pays, qui réunit les conseils des ministres, qui fait lire ses discours par les uns et les autres, qui stigmatise l'opposition, qui prend les décisions les plus importantes, jusqu'à décider, par exemple, que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste se poursuivent malgré la très forte opposition des populations du Sahara. Pourtant, plus personne n'ignore en Algérie, y compris dans la rue, que le président Bouteflika est dans l'incapacité de vaquer à ses occupations les plus intimes, les plus sommaires, qui ne reconnaît plus les gens, qui n'a que de très rares et très relatifs moments de lucidité, que lorsqu'il n'est pas plongé dans un coma artificiel, il est prostré, le regard perdu, la bouche ouverte. Une surveillance particulièrement rigoureuse a été érigée autour de lui pour empêcher ce genre d'informations, justement, de circuler, pour empêcher l'opinion publique de découvrir dans quel état se trouve celui qui est censé diriger tout le pays. Et c'est justement là que se pose la question, la grande question. Puisque le président Bouteflika est dans l'incapacité de diriger le pays, qui le dirige à sa place? Et si c'est son frère Saïd, comme tout semble l'indiquer, comment celui-ci a-t-il pu s'imposer? Comment a-t-il réussi à démanteler le redoutable DRS, véritable maître du pays alors? Comment a-t-il réussi à bouter hors des cercles décisionnels un si grand nombre de généraux qui le gênaient? Par quels moyens a-t-il réussi à domestiquer Gaïd Salah et les principaux chefs de l'armée? Les tient-il par du chantage? Par des menaces de dévoiler sur eux de grands scandales, voire des carnages? A-t-il barre sur eux par l'entremise de puissances étrangères qui tiennent elles-mêmes ces généraux parce que ceux-ci disposent dans leur pays de fortunes colossales, de biens en tout genre? C'est cela, c'est ce secret qui reste à percer, c'est ce secret très bien gardé que la presse algérienne évite comme la peste, dont ne traite jamais comme si c'était un sujet hautement toxique. C'est cela qu'il va falloir entreprendre de découvrir. كما يتولى ما يسمع يسمع سجنات نتمسلاي يعني نخدم من كوفرتور سبيسيال فاشو قدرانا كجيني يعني ما شافش يعني في اون اني جيني ايدي عدان دي ثفرانين 17 افريل 2014 سجناس غوس بلاس يعني هاد نهضر ذا شو خدم لو بيلون ياكل كيتون جينيرال ذا شو قدران انو قلان في لي ديسيزيون ايدي تفران ايوان سجني يعني ذي لين كراي مسناورنا كان نسني ذا غنتي مغلين سن هونو اذا غنتو ذي سوالين زمرم اعرفكم راينوم سي تليفوني دي سوا كتبنا كي دي ليكرونوم هادو غالا كاين لكم مثلا جمال الدين بشنوف باش كني ادي يستقبل les invités نس bonjour une autre fois je voulais vous dire voilà je vais vous donner la parole oui, pour parler voilà donc je vais pas répéter allez-y monsieur. Merci. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Soufiane Djilali. Soufiane Djilali, merci d'être des nôtres. Mais je vous en prie, Azoul pour tout le monde. Azoul, merci. Alors, Soufiane Djilali, la question que j'ai posée dans cette bref aperçu de la situation, qui est
le véritable maître dans ce pays? Qui est celui qui dirige le pays ou qui sont ceux qui dirigent le pays? Je crois que vous nous avez gratifié d'une série de questions qui sont tout à fait pertinentes et la conclusion aussi, c'est-à-dire que c'est le mystère et qui pourrait percer ce mystère-là aura tout compris. Nous ne sommes pas dans les faveurs des dieux et donc nous n'avons pas pu percer le mystère aussi. Mais toutes les questions que vous avez posées reflètent en quelque sorte une réalité d'un système algérien extrêmement complexe où, à l'évidence, le président Bouteflika, qui avait été ramené à partir on peut dire, d'une table rase en 1999, Bouteflika n'existait plus, n'existait pas sur le plan politique, n'existait pas sur le plan populaire. Il a été donc ramené, installé au pouvoir et à qui on a remis les clés du système. Et apparemment, il s'est emparé de toutes les clés et a fait à sa guise. Il a intronisé auprès de lui des gens d'une très grande puissance, puisque apparemment il transmettait ses desiderata à lui, et que petit à petit il a construit le système Bouteflika et qu'il a réussi à entraîner dans un tel enchevêtrement de complicité, d'équilibre de menaces, de corruption, qu'on est arrivé à cet état de fait où l'État algérien aujourd'hui est réduit à la volonté de quelques personnes hors toute légalité. Tout le monde voit comment un responsable économique d'ordre privé gère en fin de compte, y compris des fonctionnaires de différents ministères. Mais Soufiane Djilali, selon des informations très concordantes, très sûres, très crédibles, il ne fait aucun doute qu'en réalité, le frère du président, Saïd Bouteflika, aurait pris la réalité du pouvoir, ou du moins une partie importante de ce pouvoir, dès 2005. Cette année pendant laquelle Bouteflika a été évacué en France pour, avait-on dit à l'époque, hémorragie gastrique. Or, il s'est avéré qu'en plus de cette hémorragie gastrique, qui est bien vrai, il y avait eu un premier AVC. Mais ce premier AVC n'était pas aussi handicapant que le deuxième et dernier AVC qui l'a complètement vidé de toutes ses capacités. Ce premier AVC qui a eu lieu en 2005 avait donc immobilisé, neutralisé, si on peut dire, le président à 60-70% de ses activités. Mais il restait quand même lucide, il pouvait s'exprimer de temps en temps, se déplacer, marcher. Mais c'est à partir de 2005 que Saïd Bouteflika avait commencé à prendre la réalité du pouvoir. Mais à ce moment-là, on pouvait comprendre, puisque Saïd Bouteflika agissait à l'ombre d'un frère qui était quand même présent, qui s'exprimait. Le problème est que maintenant qu'il a la totalité du pouvoir, la réalité du pouvoir, il n'est plus à l'ombre de son frère. Son frère n'est plus qu'une façade, une vitrine, au nom duquel il s'exprime. Mais d'où tient-il ce pouvoir? Comment, je sais que vous n'avez pas la réponse, mais on pourrait en parler, essayer de, ne serait-ce que de susciter des questions. Soufiane Djilali. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a ici un double président de la République. Les dernières déclarations de Louisa Hannoun et puis très récemment, hier soir, de Ammar Saadani, montre à l'évidence que non seulement il détient une très grande part du pouvoir qui lui a été légué apparemment par son frère, mais qu'il avait des intentions très nettes quant à la suite, puisque le secrétaire général du FLN, en réponse à une question d'un journal qui est sur Internet, précise que le président Abdelaziz Bouteflika est contre la création d'un parti politique pour son propre frère et il est contre la candidature de son propre frère. Donc en essayant de démentir ce que tout le monde avait supputé, il vient de confirmer que au moins cette situation était là, puisque le président se sent obligé par l'intermède de M. Saadani, ou peut-être que c'est le frère lui-même qui a demandé cela à M. Saadani, de démentir ce qui apparemment était vraiment un programme.
Donc, pourquoi maintenant est-il arrivé à avoir tous les leviers en main? Très probablement, en très grande partie, c'est le président qui lui a confié des missions, le protégeant, et ensuite, petit à petit, l'appétit venant en mangeant, il a opéré cet accaparement de l'État. Pourquoi les autres centres de pouvoir n'ont pas réagi? Apparemment, ils étaient neutralisés. Est-ce par... comment dire, est-ce parce qu'il y avait des choses à cacher? Est-ce qu'il y avait une forme de complicité? Est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce qu'il y a des ambitions? Tout cela est possible, mais personnellement, je n'ai pas la moindre idée particulière et précise. Monsieur Njilali, je vais revenir vers vous dans un petit instant. Nous accueillons à présent Nordin Bahbouh, ancien ministre de l'Agriculture, président de parti. Nordin Bahbouh, merci d'être des nôtres. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je salue au passage tous les nos amis de Maralibia. Merci beaucoup. Nordin Bahbouh, vous aurez constaté que, y compris dans l'opposition, y compris les gens qui sont vraiment dans l'opposition, des gens sincères, tout le monde dit Bouteflika a dit, Bouteflika a décidé, Bouteflika a fait, Bouteflika a... Alors que tout le monde sait, sans l'ombre d'un doute, qui ne dit rien, qui ne pense rien, qui ne décide rien, et tout le monde connaît le vrai décideur. Mais je vous disais, même dans l'opposition, les gens continuent de dire Bouteflika a fait, Bouteflika a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, tout d'abord, vous savez, ça c'est, comme on le dit très souvent ici en Algérie, c'est l'énigme algérienne. Oui. Et cette énigme algérienne est articulée sous deux aspects fondamentaux. Le premier élément, du point de vue institutionnel et constitutionnel, le président Bouteflika, c'est lui qui doit décider. Il est élu à sa manière par le peuple algérien, il décide, il a les prérogatives constitutionnelles, mais au fond, est-ce qu'il est responsable? Mais est-ce qu'il réellement il décide dans la phase actuelle, notamment depuis quand même une bonne partie de sa vie ou bien de son mandat? Dans la réalité, du point de vue, comme je l'ai dit, constitutionnel, c'est lui. Mais je pense, à mon avis, moi, que ce n'est pas Bouteflika qui décide, quoique, il reste toujours le maître à bord de tout ce qui s'oriente, tout ce qui s'articule ou ce qui se fait au passage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est président de la République... Quand vous dites le mettre à bord, vous voulez dire en théorie, ou vous croyez vous-même qu'il est encore possible qu'il ait quelque chose à dire, qu'il s'exprime encore, qu'il a des moments de lucidité, qu'il décide vraiment? Est-ce que vous voulez dire cela? Écoutez, même s'il a des moments de lucidité, même si ces moments de lucidité par moments disparaissent, moi je suis de ceux qui disent que c'est lui qui tire les marrons et c'est lui qui tire les bâtons au feu parce qu'il a toujours décidé et il a voulu, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, créer le système Bouteflika. Aujourd'hui, nous vivons sous l'ère du système Bouteflika. Parce qu'avant, tout le monde parlait du système d'une manière générale, où les tenants et aboutissants sont connus, où les décisions, on sait comment ils se prenaient. Il y avait une institution militaire, notamment des services, qui avait une mission, et Bouteflika et la présidence avaient notre mission. Mais je pense que depuis un certain moment, Bouteflika arrivait au pouvoir à créer ce que nous appelons dans le langage technique une lézarde à l'intérieur de l'institution militaire. Et c'est ça qui a fait que, à mon avis, qu'il y a un certain affaiblissement, parce que s'il n'y a pas eu un affaiblissement, Saadani n'aurait jamais eu le courage de déclarer ce qu'il a déclaré à un certain moment à propos des terroristes. Alors, deux questions, Nordin Bahbouh, deux questions après ce que vous venez de dire, j'aurai deux questions à vous poser. La première est, s'il s'avère que Bouteflika aurait un tant soit peu de lucidité, de moment de lucidité, qu'il décide un tant soit peu, qu'il aurait quand même quelque chose à avoir dans ce pouvoir. Pourquoi, dans ce cas, refuse-t-on systématiquement, obstinément, de le faire examiner par une commission de professeurs en médecine?
C'est ma première question. Je vous poserai la deuxième. Voilà le problème, la problématique se pose de cette manière-là. Lorsque vous lisez la constitution algérienne, quels sont les gens qui ont pouvoir ou qui ont pouvoir de décider de faire ce que vous avez demandé? Le président du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel. Eh ben, qui est ce président du Conseil constitutionnel? Justement, pourquoi nous allons parler lorsqu'on tisse une toile d'araignée, où le président du Conseil constitutionnel est l'homme de Bouteflika. Lorsqu'on tisse une toile d'araignée où le ministre de l'Intérieur et de la Justice sont des hommes de Bouteflika. Lorsqu'on tire une toile d'araignée où tout le monde s'en répond et sont sous le couvert et sous la responsabilité et sans nom et pas Bouteflika, personne n'ose bouger. Mais justement, Nordine Bahbouh, justement, excusez-moi de vous interrompre. Nordine Bahbouh, excusez-moi de vous interrompre. Justement, c'est là où je voulais que vous en veniez. Si ces gens qui règnent derrière Bouteflika, si ces gens étaient à l'aise par rapport à la santé de Bouteflika, à sa lucidité, pourquoi, dans ce cas, ont-ils nommé Mdelsi à la présidence du Conseil constitutionnel juste quelques jours après le deuxième AVC, cet AVC qu'il a complètement mis à terre. Donc, ils reconnaissent de facto que fermer la porte de ce recours au Conseil constitutionnel parce que ils savent et reconnaissent de facto que Bouteflika n'a plus sa raison, qu'il n'a plus ses capacités. Mais ça, c'est une question, je pense que vous avez posé la question et vous avez répondu d'une manière indirecte. Je reviens toujours au système Bouteflika. Le système Bouteflika a tissé sa toile d'araignée. Et je pense que la stratégie, la démarche qui a consisté depuis son arrivée au pouvoir, sa démarche a toujours consisté de rester au pouvoir ad vitam aeternam. Ça a été sa démarche et sa logique. Et tout ce qui a été fait depuis 1999 le prouve, les différents amendements de la Constitution, les violations de la Constitution, l'ouverture, disons, le fait de permettre des dérapages économiques monstrueux, le fait d'ouvrir, de fermer des yeux sur une corruption qui a atteint des niveaux incomparables, le fait de laisser les uns et les autres s'engraisser sans dire un mot, le fait de laisser développer un système rentier. L'aboutissement final, c'est de rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et moi, je vous dis tout simplement, si Bouteflika n'a pas eu cet AVC, il n'a pas eu cet handicap médiatique, on aurait eu... Je vais vous interrompre un moment. Nordine Bahbouh, je vais vous interrompre un moment. Je vous prie de m'en excuser. Nous allons recevoir un appel, me dit-on. Daoud Silzayer. Daoud, merci d'être avec nous. Marhaba bik. Salam alaikum. Alaikum salam. Ahlan bik. Marhaba. C'est une excellente opportunité que vous m'offrez là de donner mon avis à propos de l'année de l'exercice du président de la République. Je vous en prie. Je dois dire que quand le président est arrivé, les caisses de l'État algérien étaient vides. Elles étaient vides. Oui, tout à fait. Et apparemment, quand il partira en uniforme vide. Ouais. Et entre son arrivée et son départ, il y aura eu à peu près 1200 milliards de dollars qui auront été consommés, sans que les Algériens ne voient leur avenir changer. Je vous laisse la responsabilité du chiffre. Je crois que vous avez un peu gonflé. Il me semble que ce soit un peu moins que de 1000 milliards, mais c'est possible que vous ayez raison. Je m'explique. Oui. Il a consommé jusqu'à présent 800 milliards de dollars. Oui. Il reste à peu près 200 milliards de dollars dans les banques américaines et européennes. Absolument. Et il lui reste encore 3 années de mandat. C'est les rentrées d'argent qui vont être faites par le pétrole. Le tout nous ramène à 1200 milliards de dollars. C'est imparable. Imparable. Vous avez tout à fait raison. Je vous en prie, poursuivez. Voilà, donc cette personne s'est jurée pour des raisons qui sont tout à fait personnelles, parce que c'est quelqu'un, quand il est revenu, il avait une revanche à prendre sur le peuple algérien, qui l'avait empêché de devenir président à la mort du président Boumedienne. Donc il est venu, il a dit cet argent m'appartient, et même des petits accidents au Conseil des ministres restreints, où des ministres proches à lui lui ont dit nous avons des projets, il a dit vous allez financer avec quoi? Ils ont dit avec l'argent du pétrole. Il a dit c'est mon argent.
personne ne touche à cet argent. Donc ce monarque, ce pharaon, partira malheureusement en laissant l'Algérie dans le chaos. Monsieur Daoud, je voudrais vous poser une question, si vous permettez. Monsieur Daoud. Oui. J'aimerais Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Daoud? Est-ce que Monsieur Daoud nous entend? Il y a un tiers de la population algérienne qui vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un $1 par personne. Donc, rien n'a été fait si on compare par rapport aux pays comme la Turquie, l'Indonésie ou même les fonds Marshall américains pour les Allemands après la guerre mondiale. Donc, il y a eu un immense gâchis, c'est du jamais vu depuis l'indépendance. Je pense qu'il faudrait que les Algériens comprennent d'une manière définitivement que nous sommes en très grave danger. Nous devons procéder à la refondation de l'État algérien parce que tout a été écrasé. C'est la corruption générale et généralisée. Il y a une partie même de la population qui a été contaminée, qui adore le principe de ce monarque. C'est d'ailleurs un danger de plus. Nos frontières sont minées. Le budget de l'armée et du ministère de l'Intérieur avoisine 30% du budget total. Nous sommes actuellement à la veille de la célébration de l'année arabe, de la vie de Constantine. Le budget de la culture n'est même pas de 0,1%. Merci, Monsieur Daoud. Merci, en espérant vous revoir plus souvent sur nos ondes. Je reviens à Sofiane Gilali. Sofiane Gilali? Oui, oui. À votre avis, moi, pour ce qui me concerne, mon avis personnel est que les frères Bouteflika, pour associer aussi Abdelaziz Bouteflika qui a fait sa part de boulot, les frères Bouteflika ont réussi à démanteler le DRS. Et il y avait, si vous m'aviez posé la question, il y a moins de 2 ans, vous m'auriez dit qu'un jour quelqu'un aurait pu démanteler le DRS, le disperser comme il l'a été, je ne vous aurais pas cru. Comment, selon vous, les frères Bouteflika ont réussi ce coup de force? Dommage, ils ne l'ont pas fait pour le bien du pays, je tiens à le préciser. Ils l'ont fait pour reprendre la totalité du pouvoir. Non, c'est clair, depuis au moins 1 année et demie maintenant, c'est-à-dire le retour de M. Bouteflika du Val-de-Grâce, il y a eu des attaques extrêmement fortes contre le DRS. Que s'est-il passé exactement? Est-ce qu'il y a eu des complicités à l'intérieur? Est-ce qu'il y a eu des pressions de l'étranger? Est-ce que, vous savez, ça c'est un monde qui se crée par définition. Et personnellement, je n'ai pas d'informations du tout, je n'ai pas de contact avec ce monde. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se produire. Selon vous, Sofiane Gilali, on dit maintenant, des informations commencent à sortir, on dit que le démantèlement du DRS n'aurait pas pu se faire sans la coopération directe et très active de Toufik lui-même. Et Toufik aurait été prié, entre guillemets, de s'y mettre, sinon qu'il serait dégommé lui-même. Et Toufik dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que vous avez des informations le concernant? Non, absolument pas, absolument pas. Je ne sais pas. Tout cela, ça relève, je pense, plus des supputations, parce que quand quelque chose est un peu secrète, vous imaginez bien que l'être humain a envie de connaître par curiosité, et puis sachant que c'est une institution extrêmement puissante, qui a eu un rôle extrêmement important durant les dernières années et depuis longtemps, en fait, depuis la constitution du MALG, oui. Puisque le MALG est un peu l'ancêtre du DRS. On sait le rôle de cette institution dans la mesure où les choses ont été dites. Mais le reste, je préfère ne pas tomber dans ces discussions un petit peu comme ça pour montrer que l'on sait les choses, alors qu'à l'évidence, très peu de gens savent la vérité. Je ne vous le fais pas dire, en effet. Nordine Bahbouh, vous auriez quelque chose à nous apprendre sur ce démantèlement du DRS? D'abord, est-ce qu'il y a eu réellement un démantèlement? Est-ce que le DRS a été vraiment affaibli?
est-ce que Tawfiq ne pèse plus rien au niveau des équilibres politiques? Enfin, c'est difficile à affirmer, à confirmer, comme l'a si bien dit Sofiane. Je pense que nous ne sommes pas dans le secret des dieux et nous savons que cette institution a été une institution qui a toujours joué un rôle très important, y compris dans la désignation des présidents de la République. Moi, étant donné que nous n'analysons et nous suivons que des supputations, ce que je sais, moi, d'une manière générale, c'est que des attaques qui ont été menées contre cette institution, à un certain moment par Saïd Hani, moi je pense que ce sont des attaques qui ont été orientées, certainement, et que si Saïd Hani n'a pas été instruit à le faire, il ne le fera jamais, surtout qu'on sait que lui-même, je pense, a toujours été, disons, émargé dans le milieu de ces gens-là, chose que nous ne connaissons pas du tout. Mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse, nous, hommes politiques et les partis politiques, ce qui nous intéresse, c'est la situation que le pays vit, et notamment cette vacance d'une institution capitale, d'une institution de la présidence de la République, qui nous fait dire que où va l'Algérie et nous poser des tas de questions. Qui dirige, ça c'est l'énigme. Mais en tout cas, ce qui est certain, je répète encore une fois, c'est que le clan Bouteflika est un clan maintenant qui agit avec main forte et qui agit sérieusement, et c'est lui qui est en train de mener le débat. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Et où vont les choses, personne ne peut le dire. La seule affirmation que nous pouvons faire, c'est que la situation dans notre pays est une situation qui tend vers le chaos, au-delà de peut-être quelques, disons, déclarations des uns et des autres qui considèrent que le pays fonctionne d'une manière sereine avec des institutions qui sont là, et c'est tout à fait le contraire. Et je pense dire que ce n'est pas le cas, ça serait mentir et se mentir à soi-même. Dans tous les cas de figure, une année de gestion de ce pays nous a démontré que ce pays-là, depuis l'élection d'avril passé, nous faisons qu'aggraver le pays, la situation ne fait que s'aggraver dans notre pays. Vous avez été ministre, Nordin Bahboua, vous avez été vous-même ministre de l'État algérien, puisqu'il faut l'appeler comme ça. Moi, personnellement, je ne tends pas à appeler l'État algérien, je dis plutôt régime. Mais sinon, vous avez vu ce régime de l'intérieur. Si je vous demandais de faire un bilan des mandatures de Bouteflika, vous me diriez quoi? Ben moi, je pense que il n'y a pas eu pire. Il n'y a pas eu pire. Je pense que la situation, que les mandats de Bouteflika, si on les analyse sereinement, si on ouvre un débat serein, je pense que ça a été une gestion chaotique dans tous les domaines. Et ce qui est encore malheureux, ce qui est encore très malheureux, c'est qu'on a fait, avec un système rentier, faire participer une bonne partie de la population. Et le redressement, ça sera vraiment un travail titanesque, et ça ne sera pas facile du tout pour redresser la situation de ce pays, avec tout ce dont il dispose comme richesse et comme, disons, classe et comme intellectuel et comme cadre dans ce pays. Mais en tout cas, nous avons connu quand même un dérapage sérieux dans tous les domaines, et je pense qu'il n'y a pas deux personnes qui peuvent sur ce point précis. Nous revenons à vous. Il y a des appels, Soumia? Oui, il y a des appels, mais on l'a perdu en ce moment. D'accord, nous reviendrons. Sofiane Gilali. Sofiane Gilali? Oui, je vous entends. Alors, je voulais vous poser une question, la même que Nordin Bahboua. Si je vous demandais de nous faire un bilan des années Bouteflika. Si vous me permettez juste une petite remarque sur le sujet d'avant. Je vous en prie. Je n'aimerais pas que les téléspectateurs tirent la conclusion que M. Bouteflika, Abdelaziz ou Saïd ou autres sont omnipotents et qu'ils possèdent tout et qu'ils vont prendre le pays définitivement. Tout au contraire, il y a matière à combat. Nous sommes présents, il y a une opposition qui bouge.
avec tout ce qu'ils veulent faire, mais il y a toujours une possibilité d'aller vers le mieux. Donc il faut au contraire que les Algériens comprennent qu'il y a la possibilité de se débarrasser définitivement de ce régime, qu'ils sont plus faibles qu'on ne le croit et que c'est l'Algérie qui finira par vaincre et non pas une famille, un homme ou tout ce que vous voulez qui assujettiront tout un peuple à leurs propres ambitions. Donc laissons la porte ouverte. Il y a des hommes dans l'opposition, il y en a aussi dans l'État profond, dans l'armée, et il ne faut pas démobiliser et démoraliser tout le monde. Au contraire, c'est le moment que chacun aide de son point de vue, de là où il est, pour se débarrasser de ce régime. Pour revenir à votre dernière question, vous savez, un président de la République, il a en face de lui un certain nombre de défis qui sont déterminés un peu par l'époque, par la situation du pays, par la conjoncture. Qu'est-ce qu'aurait dû faire M. Bouteflika? Premièrement, il aurait dû construire un vrai état de droit, ce qu'il n'a pas fait en aucune façon. Au contraire, il a détruit les prémices, ce qui avait été fait par ses prédécesseurs. Donc, il a aggravé la situation de ce point de vue. Deuxièmement, il aurait dû aider au développement économique du pays et spécialement nous rendre indépendants par rapport aux hydrocarbures. Nous sommes toujours dépendants à 98% et plus encore, il veut engager le pays vers plus de dépendance avec les gaz de schiste, mettant en cause même les richesses naturelles telles que l'eau ou surtout le capital humain. Troisièmement, un président de la République doit honorer son pays, lui donner une belle image à l'étranger. Vous avez vu, ne serait-ce que par la dernière décision de la CAF, comment on a été marginalisé et rejeté de façon incroyable et qui signifie que l'Algérie ne pèse plus rien du tout. Quatrièmement, on aurait pu penser qu'un président de la République pense d'abord à la richesse humaine, aux enfants du pays, à les éduquer, à les former, à les mettre en situation de relever les défis à l'avenir. Eh bien, voyez ce qu'il a fait de l'école algérienne, voyez ce qu'il a fait de la morale dans le pays, voyez l'exemple qu'il a donné lui et tous ceux qui sont autour de lui, y compris ses ministres, dont les noms maintenant apparaissent dans les livres à l'étranger avec la liste de leurs biens à l'étranger. Ils sont tout simplement une honte pour nous. Donc voilà les grands défis qu'il n'a pas su aborder, qu'il n'a pas mis en place, qu'il n'a même pas mis les prémices ou l'assise. Alors qu'a-t-il fait pendant 16 ans? Pendant un premier mandat, il s'est amusé à voyager, à passer la nuit dans les avions. Un deuxième mandat où il était là en train de vendre et d'acheter puisqu'on a failli perdre son Sonatrach et l'ensemble de nos hydrocarbures. Puis à la fin, c'était pour manipuler une constitution, mettre à bas maintenant la première règle, la première loi du pays en la violant, en levant les limitations de mandat. Et puis maintenant un quatrième mandat où je crois qu'il n'y a plus tellement à dire puisque je crois qu'il s'est humilié lui-même en humiliant le pays. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Soufiane Jilali. Nordin Behbouh, à votre avis, comment peut-on sortir d'un tel marasme? Comment peut-on conjurer de telles menaces qui pèsent sur le pays? La chose est très simple. Nous l'avons toujours exigé, nous le demandons toujours au sein de l'opposition, en disant que la meilleure manière de sortir de ce marasme, c'est de légitimer les institutions de ce pays. Donc donner la parole au peuple, et donner la parole au peuple avec des conditions très précises. Et une fois que le peuple choisit les hommes et les femmes qui vont le diriger au niveau de toutes les institutions, on peut relancer et remettre sur rail le pays d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous disons qu'il ne faut pas jouer l'exclusion, donc il faut que les Algériens de toutes tendances confondues, qui sont les Algériens, débattent des véritables problèmes au lieu de les survoler comme il se passe en ce moment avec ce pouvoir. Une fois que les débats autour des grandes questions de l'heure sont menés autour d'une action commune, autour d'un débat franc, sérieux, qui
dans lequel s'inscrit et on note tous les points de discordance et on arrivera à certainement arrêter une démarche qui pourra mettre les rails, le train sur les rails. Mais Nourdine Bahbouh, de façon plus concrète, quand vous dites que la solution résiderait dans le fait de donner la parole au peuple, qui donnerait la parole au peuple? Le pouvoir qui a confisqué la souveraineté? Cette clique qui a pris la totalité du pouvoir? Vous pensez qu'ils vont venir tout seuls donner la parole au peuple? Non, 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 tout s'arrache. Et c'est le travail qu'est en train de faire l'opposition en ce moment. On sait qu'avec ce système, rien ne se donne, tout doit s'arracher. Et par quel moyen? De l'arracher, c'est de maintenir la pression, de mobiliser le peuple, de parler au peuple, de faire participer la population en menant un combat pacifique, en menant, un débat pacifique, et c'est la meilleure manière d'imposer son rythme de vie, son rythme de démarche. Je pense qu'il est tout à fait possible, malgré toutes les contraintes, l'opposition a un travail, a un devoir, mais le peuple aussi, les intellectuels, la classe, tous ceux qui sont censés et qui pensent que ce pays a besoin d'être redressé, doivent se mobiliser autour de ce débat-là. Nourdine Bahbouh, c'est un combat qui continue, c'est un combat qui doit durer, c'est pas facile, je vous le consens. Nourdine Bahbouh, il nous reste plus beaucoup de temps, donc j'aimerais que vous me répondiez de façon directe. Pour la dernière fois que l'opposition a appelé à une marche, le 24 février, contre le gaz de schiste, je sais que pour la ville d'Alger, le régime a déployé des effectifs qu'il est inimaginable, j'ose même pas les dire, de peur que les gens ne nous croient pas. Mais dans le reste du pays, les Algériens auraient pu sortir, ils ne sont pas sortis. La question que j'aimerais vous poser, c'est que l'opposition, cette opposition dont vous parlez, qui a beaucoup de mérite, pour le moment, en les circonstances, elle ne mobilise pas beaucoup. Oui, mais elle ne mobilise pas. Pourquoi? Vous savez que lorsque vous avez un système rentier, vous savez, un système a tout fait. Le problème, la chose la plus grave, c'est qu'il a tout joué pour que ce peuple ne soit pas encadré. Il a laminé les partis politiques. Il a tout fait pour que les personnalités politiques soient décrédibilisées. Il a tout fait pour empêcher cette classe politique de bouger et ne serait de mener même, de faire le minimum de son travail. Il a tout fait et je crois que c'est ça, c'est la panique qui fait que ce peuple... D'abord, c'est une erreur fatale parce qu'un pays où il n'y a pas une opposition, un pays et un système et un pouvoir qui se respectent doit tout faire pour avoir une opposition crédible, qui doit avoir ne serait-ce que pour l'équilibre des pouvoirs et ne serait-ce que pour lui-même, il doit avoir une opposition qui doit être une opposition importante, crédible, qui a sans mot à dire, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que c'est aussi la panique de ce pouvoir qui fait qu'ils agissent de cette manière. Merci Nourdine Bahbouh, merci Soufiane Djilali. La parole revient à Soumia. Merci beaucoup, monsieur Jamaldine Bechnouf. Je remercie aussi monsieur Djilali Soufiane et Nourdine Bahbouh pour leur intervention. دور على غول ونيت ما يسمعون دينا يعطيكم الصحة متبع ما كيجاهي لاجيني تغطية الخاصة تكمل أمل 9 ساجيني زمرة ما تساوي المثل زرارة النار أمل 9 باش كنا تفكم مراي نوم سي تليفوني دي تولي ما كيجي زرارة كل وقت يتعدايد باش كتفكم مراي نوم في لاني جيني دو 4 موندام الماس عبد العزيز بوتفليقة أكون جا ضيل هنا إن شاء الله هرثو فات صحيت. بارك الله فيك.